Et quand ils arrivaient au front, ils disaient aux soldats russes « Ivan, viens voir, buvons ensemble, parlons de la vie qui nous attend ». Les soldats quittaient les tranchées pour fraterniser, boire un coup, manger un morceau. La vie dans les tranchées leur était insupportable. Ils fraternisaient. La première question que les agents allemands posaient aux soldats russes était « Ivan, tu vas le supporter longtemps, ton tsar Nikolashka ?» La guerre est en train de réussir là où tous les révolutionnaires avaient échoué. On peut lire dans un rapport de police de janvier 17, « Le prolétariat est au bord du désespoir. La plus petite explosion peut conduire à des émeutes incontrôlables avec des dizaines de milliers de victimes. » Imaginez que vous roulez en montagne, sur une route sinueuse, avec des tournants serrés, une route mouillée. Dans la voiture est assis un proche, votre mère ou vos enfants. Et soudain, en passant un virage serré, vous comprenez que le chauffeur est fou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rester assis tranquillement? Essayer de calmer le chauffeur pour qu'il vous conduise à un endroit moins dangereux? Ou bien essayer de lui arracher le volant des mains immédiatement? C'était la position, la situation dans laquelle se trouvaient de nombreux libéraux russes dans les années de la Première Guerre mondiale. Ils considéraient le gouvernement comme fou, ses décisions comme insensées. Mais ils pensaient que dans une telle situation, leur marge d'action était limitée. C'est une période où une grande partie de la population a perdu la foi dans le destin de la Russie comme pays élu de Dieu. Il y a aussi le fait que la guerre arrache une quantité de gens à leur terre. En plus, elle leur procure des armes, mais elle ne fait pas que leur donner des armes. Elle leur apprend comment s'en servir. Je pense que presque tout le monde serait d'accord pour dire que sans la guerre, la révolution n'aurait pas eu lieu. En décembre 1916, la poétesse russe Zénaïda Hippius écrivait « Nous sommes coupés du front par l'effrayante impuissance du chaos de l'arrière. Il est trop tôt pour la révolution, trop tard pour les réformes, pas d'issue. Si nous ne faisons rien, quelque chose se fera de soi-même et sa face est obscure. » Février 1917, en une semaine, l'empire des Romanov va disparaître. Le 23 février, journée internationale des femmes, il n'y a plus de farine, les boulangeries sont vides, les ménagères manifestent, suivis de milliers d'ouvriers en grève ou en chômage technique. Les jours suivants, c'est la grève générale. 150 000 personnes sont dans la rue, sans grosse réaction des forces de l'ordre. Une émeute ordinaire, pensent les autorités, et comme le dit alors un chef bolchevique, donnez aux ouvriers une livre de pain et la grève s'arrêtera. Le tsar du quartier général ordonne de rétablir l'ordre par la force. Armée et police vont tirer, et le 26 février, il y a 150 morts. Dans la nuit, les soldats se révoltent. Le 27 au matin, ils tirent sur leurs officiers et rejoignent ce qui devient une révolution. Soldats et peuples à qui on a distribué les 100 000 fusils de l'arsenal s'emparent de la ville. Petrograd est rouge. Rouge par les brassards, les rubans, les drapeaux. Rouge dans un mélange d'allégresse et de violence. Il y aura 1500 morts. Moi, j'habitais l'hôtel Astoria. Je ne sais plus de laquelle des journées révolutionnaires. Je dînais dans la grande salle du bar. Et puis, à un certain moment, on a entendu dans le lointain un grondement tout à fait inusité. Un grondement très vague, mais fort en même temps, qui semblait s'approcher, peut-être était-ce une illusion. Eh bien, c'était le grondement de la Révolution. C'était la musique de la Révolution, aurait dit Alexandre Bloch. Quand dans une société, durant une longue période, il n'y a plus aucun contact entre le pouvoir et la couche sociale intellectuelle, surtout quand le pouvoir, par le biais de ses idéaux, se sépare de tous les talents, parce que le talent est suspect, quand le pouvoir s'enferme ainsi dans un cocon, en se mettant à l'écart de toutes les influences extérieures et en croyant sincèrement qu'il diffuse des vérités divines,
alors il s'accumule dans la société une quantité effrayante d'énergie indépendante et négative. Cette énergie négative augmentait comme dans un réacteur nucléaire. C'était bouillant, sous pression. Et finalement, ça a fait sauter le couvercle, comme ça s'est produit plus tard à Tchernobyl. Quand la même situation dans l'Union soviétique a conduit à ce que vous savez, le couvercle du réacteur a sauté à 30 mètres de haut. Le socialiste Kerensky va émerger comme l'homme fort de cette révolution de février, dont les politiques comme lui s'étaient méfiés au début, faute d'en avoir été les initiateurs. Les grands leaders des partis révolutionnaires étaient alors tous en exil. Kerensky, membre de la Douma, fut un des fondateurs du Soviet, cette assemblée qui représente directement le peuple sur le modèle du Soviet de 1905. Comment s'est organisé le Soviet de Pétrograd? Le pouvoir s'est créé à partir de rien. De rien. En un jour, se sont réunis dans le palais de Tauride quelques dizaines d'intellectuels radicaux, qui se connaissaient entre eux pour la plupart. Ils ont mis en place leurs députés, Kerensky en premier lieu. Ils ont discuté, obtenu des locaux, et se sont adressés aux travailleurs. Les gars, choisissez vos députés. Voilà comment est né le Soviet de Pétrograd et le nouveau pouvoir. La Russie vient de se donner deux pouvoirs parallèles. Le gouvernement issu de la Douma, qui représente toute la Russie, et le Soviet de Pétrograd, beaucoup plus radical, mené par des militants révolutionnaires, et où soldats et ouvriers donnent de la voix. Le seul membre du Soviet à faire partie du gouvernement, en attendant de le diriger, est le très éloquent et très populaire Kerensky. La première révolution de février est une révolution où il y a tous les éléments critiques, aussi bien les bolcheviks, les mencheviks qui sont des socialistes qui n'aiment pas la manière de Lénine, le style de Lénine. Il y a les socialistes révolutionnaires qui ont pratiqué le terrorisme et qui sont en partie marxistes, mais qui sont des libertaires et qui s'appuient davantage sur les paysans. Le gouvernement provisoire a tout de suite proclamé sa volonté de continuer la guerre, de respecter les accords avec ses alliés. Il est immédiatement reconnu comme légitime, en premier par les États-Unis et leur ambassadeur. Le gouvernement du tsar a totalement disparu, ses membres sont en fuite ou arrêtés. Le peuple est tout à sa joie de voir disparaître le despotisme, et dans un désordre extraordinaire de liberté, s'exprime, dit et écrit ses désirs pour des réformes radicales dans tous les domaines. Droit du travail, droit à la dignité des personnes, contrôle d'ouvriers dans les usines, liberté de la presse, tout ce qu'il n'a jamais eu. On dit que Lénine, à Zurich, s'intéressait alors vivement à la possibilité d'une révolution en Suisse. C'est en lisant les journaux que, stupéfait et avec quelques jours de retard, il découvre ce qui se passe en Russie. À Pétrograd, on abat les emblèmes tsaristes. Mais tout le monde est inquiet, attend la réaction du tsar. Au quartier général, à 700 km de Pétrograd, Nicolas II ne savait rien vraiment de ce qui se passait. Les nouvelles lui arrivaient, contradictoires, rassurantes ou inquiétantes. Il les lisait distraitement, inconscient de la gravité des événements. Le 27, il a décidé de partir pour la capitale sans savoir que la ville était passée entièrement aux mains des révolutionnaires. Il envoie, pour le précéder, un gouverneur avec plein pouvoir pour rétablir l'ordre. Le général Ivanov, qui a déjà maté des émeutes par sa seule autorité naturelle, sans faire couler de sang, juste en regardant les mutins fixement et en leur disant d'une voix ferme, à genoux. Le général Ivanov va aller vers Pétrograd et en allant vers Pétrograd, il croise un train de soldats qui arrivaient de la capitale et qui étaient mutinés. Et le général Ivanov, courageusement, va dans le train des mutinés où il apprend que ce qui s'est passé à Pétrograd, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on croyait. Et comme il n'a qu'une seule stratégie dans sa tête, il dit à tous les soldats, à genoux. Évidemment, tout le monde rigole et personne se met à genoux. Et il dit, à genoux. Et alors, à ce moment-là, le mécanicien qui a compris de quoi il se passait, ce qui se passait exactement, met sa locomotive en marche et emmène le général dans l'autre direction, qui continue à crier à genoux, et il ne s'est rien passé. Le train du tsar, lui, n'arrivera jamais à Pétrograd. Certaines voies sont bloquées, d'autres signalées comme inutilisables, des ponts auraient sauté. La suite du tsar décide de se diriger vers Pskov, à 300 km de la capitale, où se trouve le quartier général du Front Nord.
Le train roule toute la journée. À Pskov, un tas de dépêches attendent Nicolas II. Il commence par dîner avant de lire le récit de la victoire totale des révolutionnaires. Comment ça se passait, le Tsarski? Mon grand-père avait pratiquement la plus grosse paye qu'on peut avoir dans les chemins de fer. 50 roubles par mois. Pourquoi? Parce que c'est lui qui se trouvait dans le Tsarski, le train qui transportait le fameux tsar. Les autres conducteurs recevaient moins. Les travailleurs ne touchaient que 15 roubles par mois. Il était d'accord avec la Révolution. Pourquoi? Parce qu'il régnait une grande injustice à cette époque-là. On faisait ce que l'on voulait du peuple. Il n'existait pas de loi proprement dite comme on en a eu après la Révolution. Après, c'est devenu plus facile pour lui. Il travaillait encore, même après la Révolution, mais beaucoup moins. La révolution est une bonne chose. Maintenant, il faudrait en refaire une. Pas pour faire une démocratie, mais pour que ce soit comme c'était en Union soviétique, et plus comme c'est maintenant. Maintenant, c'est pire. C'est plus dur. Pour moi, en tout cas, c'est peut-être l'âge. Les jeunes ne le sentent pas, d'accord. Mais nous, les vieux, on sait que c'est pire. À Pskov, le tsar a commencé par refuser de reconnaître comme légitime le gouvernement provisoire issu de la Douma. Et il juge que Dieu le lui interdit, puisqu'il a juré fidélité au gouvernement tel qu'il existait depuis ses ancêtres. Donc il ne peut pas céder, et plutôt que de céder, il décide d'abdiquer. Mais il pense que le trône va passer à son fils, ou à son frère. Et c'était cette négociation qui a lieu avec les représentants du Parlement, de la Douma, de la Douma qui sont là. Et là, d'une certaine façon, ces parlementaires qui sont des grands bourgeois hostiles à une vraie révolution, mais d'accord avec la passation du trône d'un personnage à un autre, puisque Nicolas II est discrédité, ils espèrent que l'héritier va prendre le pouvoir. Mais quand ils arrivent dans la capitale avec cette lettre qui témoigne de son abdication et qu'il donne la succession à son frère ou à son fils, c'est selon, n'est-ce pas? Tout le monde s'insurge et a lieu le fameux proverbe russe, radis blanc égale radis noir, c'est la même chose, on ne veut plus de souverain, on veut la République. Et c'est ainsi que finalement le tsar va être arrêté et ensuite enfermé dans son palais. L'état-major, la plupart des chefs militaires, ont poussé fermement Nicolas II à l'abdication, car ils avaient perdu toute confiance en lui. Peut-on pour autant parler d'un complot? Il s'agit d'une conspiration, aucun doute sur la question. Le tsar est invité à discuter la situation sur le front et à l'intérieur du pays. Et là, les aiguillages ne fonctionnent pas. Son train n'est envoyé vers aucune armée en fonction où il aurait pu trouver de l'appui. Il reste dans le district militaire de Mogiliev où il n'y a personne à part les officiers et les troupes sous leur commandement direct. On lui parle, il demande l'autorisation de s'adresser au commandant des fronts, puis il n'est pas autorisé à le faire en personne. Il envoie un télégramme. Il reçoit une réponse avec la signature d'Ivanov, et ainsi de suite. Tout le monde souhaite son abdication. On entend certains dire des choses comme « Nous aimons beaucoup notre empereur, nous sommes prêts à continuer à nous battre sous son juste commandement, mais il serait tout de même bon qu'il abdique. » Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un coup d'État?